Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. On dit souvent que, à l'aube des temps modernes, un homme a pondu l'œuf que Luther a ensuite couvé. Cet homme était un prêtre qui n'a jamais voulu vivre dans un monastère, un critique féroce de l'Église qui ne l'a pourtant jamais abandonné. Je parle bien sûr de Desiderius Erasme de Rotterdam. Il fut la première célébrité intellectuelle d'Europe, un homme dont les lettres étaient lues par les rois et les papes. Mais son histoire est aussi la tragédie de la modération dans un monde qui basculait vers le fanatisme et la guerre de religion. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons, et non comme des documents historiques littéraux. J'espère de tout cœur que vous l'apprécierez et que ces illustrations vous permettront de laisser libre cours à votre imagination avec moi. Notre objectif est de nous immerger dans l'atmosphère du XVIe siècle, un temps d'encre, d'imprimerie, de bougies et de débats théologiques qui ont changé la face du monde. Pour comprendre Erasme, nous devons comprendre le monde dans lequel il est né. C'était la deuxième moitié du XVe siècle. L'Europe sortait du Moyen-Âge, mais les ombres du dogmatisme étaient encore longues. L'Église catholique dominait non seulement la foi, mais aussi la politique et la connaissance elle-même. Erasme est né à Rotterdam, aux Pays-Bas, aux alentours de l'an 1466. Et c'est ici que nous trouvons la première fissure dans sa vie. Il était un enfant illégitime. Son père était un prêtre et sa mère la fille d'un médecin. Cette illégitimité marquerait sa carrière ecclésiastique. Il devint orphelin très jeune à cause de la peste. Ses tuteurs, cherchant à se débarrasser de cette charge, l'envoyèrent dans un monastère augustin. Mais Erasme n'était pas fait pour la vie monastique. Il détestait le poisson, le jeûne et, par-dessus tout, la rigidité mentale de ses compagnons moines. Cependant, le monastère possédait quelque chose qu'il aimait, une bibliothèque. Il y dévora les classiques latins. Pendant que d'autres priaient machinalement, il conversait avec Cicéron et Virgile. Il découvrit qu'il y avait une sagesse ancienne que la théologie scolastique de son temps avait oubliée. La scolastique était le système philosophique dominant. Elle se concentrait sur des débats logiques interminables et souvent stériles concernant des définitions abstraites. Erasme sentait que cela avait éloigné la chrétienté de sa source originelle, les enseignements simples et éthiques de Jésus. Il réussit à s'échapper du monastère en devenant le secrétaire d'un évêque, puis il voyagea à Paris pour étudier la théologie. Mais la Sorbonne lui parut surannée. Il voulait quelque chose de nouveau. Il voulait être un humaniste. Mais que signifiait exactement être un humaniste à cette époque? L'humanisme n'était pas de l'athéisme. Au contraire, c'était un mouvement qui cherchait à raviver la dignité humaine par l'étude des lettres classiques, grecques et romaines. Les humanistes croyaient qu'en étudiant les anciens, on formait de meilleurs êtres humains et de meilleurs chrétiens. Erasme adopta une devise, ad fontes, ce qui signifie « aux sources ». Ne te contente pas de ce que disent les commentateurs médiévaux. Va au texte original. Si tu veux comprendre Aristote, lis-le en grec. Si tu veux comprendre Jésus, lis les évangiles dans leur langue originale. Cela nous mène à l'une de ses œuvres titanesques. Erasme se rendit compte que la Bible utilisée par l'Église, la Vulgate latine, comportait des erreurs de traduction. Pendant plus de 1000 ans, la théologie s'était basée sur des mots que peut-être Saint Jérôme avait mal traduits. Il apprit le grec, chose rare à cette époque, et se consacra à la compilation et à la traduction du Nouveau Testament directement à partir des plus anciens manuscrits grecs qu'il put trouver. Ce fut un travail de détective et philologique immense qui défiait l'autorité établie. Il publia son Nouveau Testament en 1516, il plaça le texte grec dans une colonne et sa nouvelle traduction latine dans l'autre. Ce fut une bombe atomique intellectuelle. En corrigeant les mots de la Bible, il corrigeait la base même des dogmes ecclésiastiques. Par exemple, là où la Vulgate disait « faites pénitence », le grec original disait « métanoïte », ce qui signifie « changer de mentalité » ou « convertissez-vous ». La différence est abyssale. L'une est un rite externe, l'autre est une transformation interne du cœur. Cette approche est ce que nous appelons la philosophie du Christ. Pour Erasme, le christianisme ne concernait pas les cérémonies, les reliques, les jeûnes ou les bulles papales. Il s'agissait d'imiter la vie du Christ, d'une piété intérieure, sincère et éthique, accessible à tous, pas seulement aux moines. Erasme croyait en l'éducation. Il pensait que l'ignorance était la mère de tous les maux. Si les gens pouvaient lire et comprendre les Écritures par eux-mêmes, la société s'améliorerait. C'était un optimiste pédagogique, il croyait au pouvoir de la parole sur l'épée. Mais Erasme n'était pas seulement un érudit sérieux, il avait un sens de l'humour aiguisé et dangereux. Lors d'un voyage en Angleterre, où il devint un grand ami de Thomas More, il écrivit son œuvre la plus célèbre, une satire qui l'immortaliserait, L'éloge de la folie. Publié en 1511, ce petit livre est un coup de génie. Dans celui-ci, la folie
personnifiée en femme bouffonne, prend la parole devant une audience et prononce un discours en se louant elle-même. Elle affirme être la force qui meut le monde. La folie dit que sans elle, il n'y aurait ni mariage, ni gouvernement, ni amitié. Car pour tolérer les défauts des autres, il faut un peu de folie, un peu d'auto-illusion. C'est une observation psychologique brillante sur la nature humaine. Mais ensuite, le ton change. La folie commence à désigner ses dévots les plus fidèles, les marchands avides, les rois belliqueux et surtout les théologiens et le clergé corrompu. Érasme utilise la voix de la folie pour dire des vérités que personne d'autre n'osait prononcer. Il se moque des moines qui croient qu'ils iront au ciel juste en portant un habit ou en comptant combien de psaumes ils récitent, même s'ils n'en comprennent pas un mot. Il rit des paves qui font la guerre, oubliant que leur maître a prêché la paix. La critique est dévastatrice. Le livre fut un succès de vente instantané dans toute l'Europe. Tous riaient avec Érasme. Mais sous les rires, il sapait l'autorité morale de l'institution la plus puissante du continent. Il préparait le terrain pour une révolution qu'il ne cherchait pas. Et c'est là qu'intervient la tragédie. En 1517, un moine allemand nommé Martin Luther cloua ses 95 thèses à Wittenberg. Au début, Érasme vit Luther avec sympathie. Il semblait que Luther disait ce qu'Érasme avait sous-entendu. Luther attaquait la vente des indulgences, la corruption et le ritualisme vide. Érasme lui écrivit des lettres privées l'encourageant, lui demandant de la prudence, mais soutenant sa critique. Le monde s'attendait à ce que le grand humaniste rejoigne la réforme luthérienne. Mais à mesure que Luther se radicalisait, Érasme s'éloignait. Luther était feu, passion et certitude absolue. Érasme était eau, nuance et doute raisonnable. Luther voulait détruire la structure pour sauver la foi. Érasme voulait la réformer de l'intérieur sans briser l'unité. La pression sur Érasme fut immense. Les catholiques l'accusaient d'être l'auteur intellectuel de l'hérésie. Ils disaient « Érasme a pondu l'œuf et Luther l'a couvé ». Les luthériens, de leur côté, le traitèrent de lâche pour ne pas s'être joint à la cause ouverte. Finalement, le choc fut inévitable. Et ce ne fut pas sur la politique, mais sur l'essence même de l'être humain. En 1524, Érasme publia De Libero Arbitrio, une défense du libre arbitre humain face à la théologie luthérienne. Luther croyait que l'être humain était tellement corrompu par le péché originel qu'il ne pouvait rien faire de bon par lui-même. Seule la grâce de Dieu pouvait le sauver. La volonté humaine était esclave. Érasme, en tant qu'humaniste, ne pouvait accepter cette vision si pessimiste. Érasme soutenait que, bien que la grâce soit essentielle, l'être humain doit avoir la capacité d'accepter ou de rejeter cette grâce. Si nous n'avons pas de liberté, comment Dieu peut-il nous juger? Où est la responsabilité morale? C'était une défense de la dignité humaine. Luther répondit avec une fureur brutale dans son livre De Servo Arbitrio, ou La volonté asservie. Il traita Érasme d'athée, d'hypocrite et de rêveur. La rupture fut totale. Érasme resta pris au piège dans un no man's land, haï par les radicaux des deux camps. Imaginez la solitude de cet homme. Il voyait comment ces chères lettres, qui devaient apporter paix et sagesse, étaient utilisées comme armes dans une guerre théologique. L'Europe se vidait de son sang dans des conflits religieux, et son rêve d'une chrétienté pacifique et unie s'effondrait. Malgré tout, Érasme n'a jamais cessé d'écrire. Il s'installa à Bâle, une ville suisse qui était un refuge d'imprimerie et de libre pensée. Il y poursuivit sa tâche titanesque. Il écrivit les Adages, une collection de milliers de proverbes grecs et latins. Des expressions que nous utilisons aujourd'hui comme avoir un pied dans la tombe ou mieux vaut prévenir que guérir furent popularisées par lui dans ce livre. Il voulait mettre la sagesse antique à la portée du peuple. Il voulait démocratiser le savoir. Il écrivit aussi beaucoup sur l'éducation et la politique. Dans son œuvre « L'éducation du prince chrétien », il conseillait le jeune Charles Quint. Il lui disait qu'un bon prince n'est pas celui qui conquiert le plus de terres, mais celui qui sert le mieux son peuple et évite la guerre à tout prix. Le pacifisme d'Érasme est émouvant. À une époque où les papes menèrent des armées, il écrivit « Querela pacis », la plainte de la paix. Dans ce texte, la paix personnifiée se plaint de ne trouver refuge nulle part, ni dans les cours, ni dans les monastères. Il disait « La guerre est douce pour ceux qui ne l'ont pas goûtée ». Érasme savait que la guerre détruit non seulement les corps, mais la moralité même de la société. Il fut l'un des premiers intellectuels modernes à proposer l'arbitrage international pour résoudre les conflits. Ces dernières années furent amères et douloureuses, physiquement à cause de la goutte et des calculs rénaux, et spirituellement en voyant la division de l'Europe. Il mourut à Bâle en 1536. Ses dernières paroles, selon la légende, furent en néerlandais « Lieve God, cher Dieu ». Il mourut sans recevoir les derniers sacrements de l'Église catholique, mais pas non plus en tant que protestant. Il mourut comme il vécut, en chrétien indépendant, se fiant uniquement au Christ et non aux rites humains. Il fut enterré dans la cathédrale de Bâle, qui était déjà protestante. Alors, quel est son héritage aujourd'hui? Érasme fut le père de l'esprit critique moderne. Il nous a enseigné que le doute n'est pas un péché, mais un outil.
Il nous a enseigné à nous méfier des fanatismes d'où qu'ils viennent et à chercher la vérité aux sources originales. Sa vision d'une Europe unie par la culture et l'éducation vit aujourd'hui dans le programme d'échange étudiant qui porte son nom, le programme Erasmus. Des millions de jeunes ont traversé des frontières grâce à la graine qu'il a semée. Dans un monde qui semble souvent se polariser à nouveau, où les nuances se perdent et le cri remplace l'argument, la voix d'Erasme est plus nécessaire que jamais. Elle nous rappelle que la tolérance n'est pas une faiblesse, mais la plus haute expression de l'intelligence. Elle nous invite à rire de notre propre folie, à questionner l'autorité avec élégance et à nous souvenir qu'au-delà des nations et des dogmes, nous partageons une humanité commune. Erasme fut, dans le sens le plus noble, un citoyen du monde. L'humanisme chrétien d'Erasme n'a pas triomphé politiquement en son siècle. Les épées des catholiques et des protestants ont étouffé sa voix, mais sa victoire fut à long terme. Les Lumières, la tolérance religieuse et les droits humains lui sont redevables. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un défendre une idée avec une fureur aveugle, souvenez-vous d'Erasme. Souvenez-vous de son sourire ironique, de son amour pour les livres et de sa foi inébranlable en la capacité de l'être humain à s'améliorer par l'éducation. Maintenant, approfondissons un peu plus sa méthodologie, car c'est là que réside son génie technique. Erasme ne lisait pas seulement, il comparait. En plaçant des manuscrits côte à côte, il a inventé la critique textuelle moderne. Imaginez le courage qu'il fallait pour dire à l'Église « Ce mot que vous avez utilisé pendant des siècles est incorrect ». Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'honnêteté intellectuelle. Pour Erasme, la vérité sacrée ne pouvait dépendre d'une erreur de traduction. Sa relation avec l'imprimerie fut symbiotique. Erasme fut le premier auteur à comprendre le pouvoir des moyens de communication. Il travaillait côte à côte avec les imprimeurs, corrigeant les épreuves tant que l'encre était encore fraîche. C'était un éditeur compulsif. On dit qu'il écrivait si vite que les imprimeurs pouvaient à peine suivre son rythme. Ses colloques, manuels pour enseigner le latin, devinrent des best-sellers parce qu'ils n'étaient pas une grammaire ennuyeuse, mais des dialogues vifs sur la vie quotidienne, l'amour et la religion. Dans ces colloques, il enseignait aux étudiants à penser de manière critique tout en apprenant le latin. Il glissait des critiques de la superstition entre les leçons de grammaire. C'était un cheval de Troie éducatif. Il infiltrait l'humanisme dans les écoles de toute l'Europe. Il est fascinant de penser à son réseau de correspondants. Il écrivait des lettres à la Pologne, à l'Espagne, à l'Italie et à l'Angleterre. Sans Internet ni téléphone, Erasme a tissé un réseau social d'intellectuels, la République des lettres. Il en était le nœud central. Ce réseau lui conférait une protection unique. Attaquer Erasme, c'était attaquer l'homme le plus respecté par les monarques. Même lorsque ses livres furent interdits par l'Inquisition des années plus tard, son influence était déjà imparable. Mais revenons à la folie. Pourquoi a-t-il choisi ce véhicule? Parce que la satire permet de dire des choses qui, dites sérieusement, vous mèneraient au bûcher. L'humour fut son bouclier et son épée. En faisant rire, il désarmait ses adversaires. Cependant, il y a une mélancolie chez Erasme. Il vit comment ses idéaux étaient piétinés. Il vit des amis comme Thomas More être exécutés pour ne pas avoir cédé devant le roi Henri VIII. Il vit comment la tolérance devenait un crime dans les deux camps. Sa position intermédiaire, sa via media, fut perçue comme une faiblesse. Mais aujourd'hui, nous savons que rester modéré quand tout le monde devient extrémiste demande plus de courage que de se laisser emporter par le courant. Erasme fut un héros de la sagesse. Beaucoup se demandent ce qui se serait passé si l'Église avait écouté Erasme avant Luther. Aurions-nous pu avoir une réforme sans schisme, sans guerre de religion? C'est l'une des grandes questions contrefactuelles de l'histoire. C'était peut-être impossible. La corruption était trop profonde et les tensions politiques trop fortes. Mais Erasme nous a laissé le plan de ce qui aurait pu être. Il nous a laissé l'idée que la foi et la raison peuvent marcher main dans la main. Son influence en Espagne fut énorme, bien que brève. L'érasmisme s'enracina fortement à l'université d'Alcalá de Henares et chez des intellectuels comme Luis Vives. On dit même que Don Quichotte a un esprit érasmien dans sa critique de la folie et de la réalité. Mais la contre-réforme ferma cette porte. L'Espagne et le sud de l'Europe se sont fermés à ces idées, les associant au protestantisme. Erasme passa d'être l'auteur le plus lu à figurer sur l'index des livres interdits. La peur vainquit la curiosité. Malgré tout, son esprit survécut dans l'ombre. Montaigne, Shakespeare et Cervantes s'abreuvèrent de son humanisme. L'idée que l'être humain est complexe, faillible et digne de compassion est un héritage érasmien qui a imprégné la littérature occidentale. Erasme nous a avertis des dangers de confondre la religion avec le nationalisme. À son époque, être français ou allemand commençait à peser plus que d'être chrétien. Il a lutté contre ce tribalisme, plaidant pour une chrétienté universelle. Aujourd'hui, alors que nous voyons le ressurgissement des nationalismes exclusifs, son message résonne avec force. Erasme nous dirait que nos frontières sont des lignes imaginaires,
mais notre humanité est une réalité tangible et sacrée. Il fut aussi un pionnier dans la défense de la femme. Bien que fils de son temps, dans ses colloques, il présente des femmes cultivées qui débattent et gagnent des arguments contre des abbés ignorants. Il croyait que la femme devait recevoir une éducation libérale, tout comme l'homme. Son héritage théologique est subtil. Il n'a pas fondé une église. Il n'y a pas d'érasmistes comme il y a des luthériens ou des calvinistes. Son église est celle des esprits libres, de ceux qui cherchent Dieu dans la vérité et non dans la tribu. Réfléchissons un instant à sa méthode de travail. Érasme corrigeait ses propres œuvres encore et encore. Les adages ont commencé avec 800 et ont fini par en compter plus de 4000. Pour lui, la connaissance n'était jamais un produit fini, mais un processus vivant. Cette humilité intellectuelle est rare. Admettre qu'on peut s'améliorer, qu'on peut s'être trompé, est la marque du vrai sage. Dans un monde de gourous qui vendent des certitudes absolues, Érasme nous offre la noblesse de la correction constante. Et n'oublions pas son latin. Érasme a fait revivre le latin, l'a dépoussiéré du Moyen-Âge et l'a transformé en une langue flexible, élégante et vivante. Il fut le dernier grand écrivain en latin, la langue universelle de la culture européenne avant l'ascension des langues vernaculaires. On l'accuse parfois d'être élitiste, d'écrire seulement pour les érudits. Il est vrai qu'il écrivait en latin, mais son objectif final était que ses idées se diffusent vers le bas. Il voulait que le fermier chante des psaumes en labourant, en comprenant ce qu'il disait. Sa vie est un rappel que la plume peut être plus puissante que l'épée, mais aussi que la plume a besoin de courage. Érasme ne fut pas un martyr de sang, mais un martyr de la réputation attaquée par tous pour défendre la vérité. Dans ces derniers jours, voyant comment la ville de Bâle détruisait des images religieuses dans une frénésie iconoclaste, Érasme se sentit étranger à son propre monde. La beauté qu'il aimait était détruite au nom de la pureté théologique. Mais il ne laissa pas l'amertume le consumer. Il continua à travailler jusqu'à la fin. Son éthique de travail est inspirante. Malade, endolori, entouré d'ennemis, il continuait à traduire, à écrire, à allumer des bougies dans l'obscurité. Érasme nous enseigne que la culture est fragile, que la civilisation est un vernis fin qui peut se briser si elle n'est pas entretenue par l'éducation et la tolérance. C'est un gardien de la flamme humaniste que nous devons protéger. En regardant en arrière, à ce XVIe siècle convulsif, la figure d'Érasme se dresse non comme un géant de la force, mais comme un géant de la conscience. Il fut la conscience de l'Europe, une conscience qui fut ignorée, mais qui ne put jamais être réduite au silence. Son amitié avec Thomas More est l'un des plus beaux chapitres de l'histoire intellectuelle. Deux esprits brillants qui s'aimaient et se respectaient, bien que leurs destins furent tragiquement différents. More mourut pour ses principes, Érasme vécut pour les siens. L'un a choisi le martyre, l'autre la survie pour continuer à écrire. Qui eut le plus raison? Peut-être les deux. Le monde a besoin de martyrs, mais aussi de maîtres qui vivent pour éduquer la génération suivante. Si Érasme vivait aujourd'hui, il serait sûrement un utilisateur actif des réseaux sociaux, mais il utiliserait l'humour pour désamorcer la haine. Il serait le twitto qui vous fait réfléchir avant d'insulter. Il serait le blogueur qui cherche la nuance dans la nouvelle sensationnaliste. Alors, que retenons-nous de ce voyage? Nous retenons l'importance de revenir aux sources. Ne vous contentez pas du titre, lisez la nouvelle. Ne vous arrêtez pas aux préjugés, connaissez la personne. C'est l'esprit érasmien appliqué au XXIe siècle. Nous retenons aussi la nécessité de rire de nous-mêmes. Le fanatique n'a jamais d'humour. Le rire est l'antidote contre le totalitarisme. Comme il l'a dit dans L'éloge de la folie, la vie est une comédie où chacun joue son rôle. Et finalement, nous retenons l'espoir. L'espoir que la raison et la bonté, bien que parfois elles semblent vaincues, ont une résistance obstinée. Les idées d'Érasme ont mis des siècles à fleurir, mais elles ont fleuri. Érasme de Rotterdam, l'enfant illégitime, le moine renégat, le prince des humanistes. Un homme qui n'a pas changé les frontières, mais a changé les esprits. Et au final, changer un esprit est plus difficile et plus important que de conquérir un royaume. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers la vie et l'œuvre de ce géant intellectuel. Ce fut un plaisir de partager avec vous la lumière de sa pensée au milieu des ombres de l'histoire. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si vous avez ressenti cette étincelle de curiosité, alors l'esprit d'Érasme est toujours vivant en vous. Ne le laissez pas s'éteindre. Continuez à lire, continuez à questionner, continuez à apprendre. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Cela nous aide beaucoup à continuer à vous proposer du contenu de qualité, rigoureux et passionnant comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous qu'à notre époque, nous ayons besoin de plus de folie érasmienne ou de plus de certitude luthérienne? Je vous lirai avec attention. À la prochaine, esprit curieux.